Hop. Bonjour à tous. Bon, vous êtes déjà 200, près de 300 personnes. Donc moi je me présente, je m'appelle Michael T. Je suis donc anesthésiste réanimateur de base, mais je me suis spécialisé en maladies infectieuses. Voilà, donc merci d'être aussi nombreux hein, pour traiter de ce sujet qu'est l'infectiologie. Euh, Sina m'a dit mieux que tu sois debout en fait. ouais, Ne t'assois pas. Ouais. Tu rattrapes. donc hop. Donc moi je vais donc n'hésitez pas, je vois dans le chat. Bonjour Jean-Loup, bonjour Amandine. Donc je ne sais pas si vous m'entendez. Vous pouvez me mettre un petit message pour que tout se déroule bien. Voilà. S'il y a un souci, vous n'hésitez pas à le dire, on s'adaptera. Donc l'idée c'est de traiter donc l'infectiologie par la compréhension et c'est un des objectifs des conférences Cartésia. Donc c'est très bien. Donc n'hésitez pas à marquer, à poser vos questions au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre en attendant. Ok, vous m'entendez bien, donc on va pouvoir démarrer. Donc qui êtes-vous? Vous êtes majoritairement des externes. De quel niveau? Oui, Yannick. Ok, ça marche. Bah, tout le monde m'entend bien. Samy aussi, Estelle, Manal. Bah, c'est très bien. Alors, on va pour commencer. Donc, euh, l'ambition, c'est quelque chose d'interactif. Donc, faut pas hésiter à poser vos questions et on essaiera d'y répondre. Euh, voilà. Donc, on va démarrer doucement par un cas clinique où le but c'est de tester vos réflexes parce que faut aller vite aux ECN et donc l'idée c'est que bah, voilà de tac au tac. Donc, si je vous dis femme de 40 ans, voilà, il faut avoir des réflexes qu'on va essayer d'acquérir au fur et à mesure et puis focaliser au fur et à mesure sur l'infectiologie. Donc, femme de 40 ans, test de grossesse. Antécédent d'infection urinaire à Escherichia coli. Donc à l'arrivée aux urgences, on fait l'interrogatoire et on voit résistant au C3G qui a été traité il y a 2 mois par ciprofloxacine. Donc là, il faut qu'il y ait des réflexes qui se mettent progressivement en place. Résistant au C3G, c'est pas une bonne formulation, ça on reverra. C'est un mécanisme de résistance et il y en a plusieurs et donc il faut savoir faire la part des choses pour pouvoir réfléchir en infectiologie et savoir bien traiter. Ciprofloxacine, donc on verra quelle classe d'antibiotiques c'est, et ça fait partie de la compréhension. Vous verrez donc toujours s'intéresser à la clinique, hein, c'est ça qui compte. Donc voilà, on va pouvoir décrire là aussi, réflexe, il faut répondre au tac au tac pour pouvoir se mettre directement dans une ambulance. Voilà, je vois que Salomé a dit directement BLSE, effectivement, c'est un bon réflexe. Et on verra que ça aidera à la résolution de ce genre de dossier progressif si ça se présente. Là, c'est vraiment un cas clinique d'introduction, hein. Là, donc la description clinique, il faut également avoir donc, un réflexe aussi pour pouvoir répondre et voir la trame un peu de ce dossier. Donc j'attendrai vos réponses. Et puis le CBU, donc ça c'est votre collègue qui l'a prescrit et là vous reprenez le relais aux urgences et ça montre donc 10 puissance 5 leucocytes avec cet examen direct qui pourra être posé lors de DP. Donc on va apprendre à connaître un peu mieux les bactéries, comment elles se présentent pour pouvoir répondre à ce genre de dossier. Parce que c'est par la compréhension qu'on abordera qu'on répondra au mieux à ces dossiers cliniques, dossiers d'infectiologie. Donc des réponses déjà à ce dossier, à ce cas clinique. Sinon, on attaque les réponses. Vous allez voir qu'on va essayer d'aborder tous ces sujets progressivement au fur et à mesure pour que vous compreniez tout à l'infectiologie. Ok, donc on verra. Donc l'infectiologie, en se comprenant, bah, c'est assez facile une fois qu'on a appréhendé toutes les étapes, c'est-à-dire de qui on parle, de où ça se situe et de quoi on parle, de quel diagnostic et comment on traite. Effectivement, ouais, je vois vos réponses.
il y a des éléments intéressants. Donc surtout ne prenez pas de... Il y aura beaucoup de choses hein, durant ce live, donc ne prenez pas de notes. Vous pourrez tout télécharger le support bien après, donc faut surtout pas vous prendre la tête avec des notes chez vous. Alors, de qui on parle? Effectivement, vous avez déjà, et certains ont déjà cité des BGN, etc. Donc l'idée c'est que la grande famille des bactéries, elle est très grande. Ils ont l'air mignons ici, mais vous voyez qu'ils ont différents aspects. Et donc l'idée c'est d'avoir des bons réflexes sur des présentations qu'on pourra vous montrer en dossier et d'avoir les bons réflexes pour pouvoir vous orienter et surtout mieux répondre à ces dossiers. D'accord? Donc on commence assez simplement, hein. Donc certains ont l'air d'être déjà un peu plus à l'aise avec ces images-ci. Donc vous allez pouvoir me répondre et je lirai progressivement pour vous réexpliquer. Donc la colonne de gauche et la colonne de droite. Donc il y en a qui sont violettes et d'autres qui sont roses. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle une coloration de grammes. Donc déjà, on voit la forme. Donc les petits ronds, c'est des coccyes. Les petits bâtonnets, c'est des bacilles. Donc ça, c'est assez simple. Et puis ensuite, là, c'est après une coloration. Et donc c'est ça, à quoi ça correspond BGN, c'est des bacilles grammes négatifs. Et donc c'est effectivement ce qu'on a vu ici, c'est qu'ils ne prennent pas le gramme. Donc c'est pour ça que c'est grammes négatifs. Les coccyes, ils sont violets, donc ils prennent le gramme. Et donc c'est des coccyes grammes positifs. Donc ça, c'est les deux premières étapes d'un examen direct, puisque c'est ça qui va pouvoir vous guider dans le dossier si une image comme ça se présente. Et puis ensuite, c'est leur regroupement. Est-ce que, vous voyez, là, les bacilles sont comme ça, mais les coccyes, ils sont plutôt en amas, effectivement, et donc ça évoque effectivement du staph. Donc ça, on verra. Ça, c'est les bons réflexes. Je vois qu'il y en a qui sont déjà bien entraînés à la lecture de microscope. Donc, pour comprendre cette prise de grammes, et ça nous permettra même d'aborder les mécanismes d'antibiotiques, etc. On verra un peu plus tard. C'est parce que en fait c'est constitutif, c'est pas par choix qui fixe le gramme ou pas, c'est par rapport à leurs caractéristiques propres de ces bactéries. Donc les grammes plus, les bactéries qui prennent le gramme, c'est lié à leur paroi qui est différente de façon assez significative avec les grammes négatifs. On voit qu'il y a une membrane externe qui est plus importante avec différents mécanismes et qui vont du coup pas prendre le gramme et donc des grammes négatifs. On verra que ça a pas mal d'implications sur les antibiotiques, comme j'ai dit précédemment, notamment par la résistance. D'accord ? Voilà, on va pas s'attarder sur ces détails. Donc, pour continuer, donc vous êtes déjà 700, donc n'hésitez pas, hein, continuez. Je lis tout à fait vos questions et vos réponses, ce qui est très satisfaisant puisque vous êtes déjà à l'aise. Et donc, si je vous dis coccygramme plus, est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns, des exemples? Voilà, j'attends un petit peu, il y a un peu de délai, mais on va voir ça ensemble. Donc coccygramme plus, en amas, donc il y en a certains qui ont déjà répondu effectivement staphylocoque, c'est bien. Donc ça se présente en grappe de raisin, c'est là d'où vient le mot staph, hein. C'est aussi vous les externes qui s'amassent, qui se forment en amas en cours de staph médicaux, c'est peut-être un moyen pour que vous reteniez en amas, c'est du staph. Quand ça se présente comme ça, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça aussi, il faut que ça soit un réflexe. Donc en chaînette. Ouais, il y a déjà ouais, on verra. Il y a des bonnes réponses, mais également des réponses un peu imprécises. On verra un peu après. Donc là, c'est en chaînette. Donc c'est du strepto. Donc ça, c'est les deux classes majeures. Donc c'est comme ça qu'on visualise le mieux. C'est effectivement en chaînette. Il faut penser streptocoque, et on verra lesquels. Ça, c'est du staph. Quand ça se présente comme ça, des petites chaînettes. Là aussi, on voit que ça prend le gramme, hein, toujours. Une autre coloration, parce qu'on voit là les hématies, c'est lié à un flacon d'émoc, mais ça on verra un peu plus tard. Mais ça, c'est donc des petites chaînettes. C'est plutôt entérocoque, mais ça, c'est déjà un peu plus poussé. Et puis surtout, ce que vous devez avoir comme réflexe, c'est si vous voyez
en diplo, avec là on voit encore une autre corrélation avec un petit halo qui correspond un peu à l'hémolyse sur ce type de gélose. Et donc c'est un aspect particulier, c'est effectivement du pneumocoque. Donc tout ça, c'est du coccygramme positif. D'accord? Voilà, on commence tout doux comme ça. Donc vous savez maintenant de qui on parle. Maintenant, si on passe au bacilgramme négatif, donc les bacilles qui ne prennent pas le gramme, du coup, quels exemples vous avez à me dire ou des classes de bactéries qui ne prennent pas le gramme et qui se présentent comme des bacilles? J'attends un peu vos réponses. Eh ben oui, c'est les entérobactéries, effectivement, les chefs de file. Donc quand vous voyez BGN, il faut penser entérobactéries et on verra qu'il y en a d'autres. D'autres types de BGN, il y a également les non fermentants, ça c'est une grosse classe, avec comme chef de file le Pseudomonas aeruginosa, par abus de langage, qu'on appelle PIO, effectivement, mais attention à ne pas le confondre avec le streptocoque pyogenes, qui est donc un coccygramme positif, d'accord? Donc les entérobactéries, le Pseudomonas, et un petit qu'il faut avoir en tête, et surtout qu'on va aborder par la suite de cette conférence, l'hémophilus. Effectivement, l'Helicobacter pylori fait partie des entérobactéries, comme on le verra. C'est très bien, vos réponses, bah, c'est bien, je vois que vous êtes à l'aise. Bah, on va aller un peu plus loin, donc là, qu'est-ce que c'est du coup? Ce que j'ai vu... Ouais, voilà, donc n'hésitez pas à répondre. Déjà, bah, toujours la même façon, on voit. Est-ce que ça ressemble plutôt à des petits ronds ou à des bâtonnets? Donc là, on va dire plutôt rond, donc des coccyes. Est-ce que c'est plutôt rose ou violet? Est-ce que ça prend le gramme? Bah non, ça prend pas le gramme. Donc ça, c'est des coccyagrammes négatifs, d'accord? Quel type de coccygramme négatif vous connaissez? Effectivement, il y en a qui répondent Neisseria et il y en a certains qui ont répondu Neisseria quand j'ai montré des coccyagrammes positifs. Donc vraiment, il faut bien dissocier parce que ça, c'est un réflexe à avoir. C'est que si vous voyez du coccygramme négatif, bah, c'est des Neisseria, d'accord? Et dans les Neisseria, il y a effectivement les gonorrhées qui sont des gonocoques et les méningocoques. Ça, c'est réflexe puisque ça va vous guider sur la prise en charge de façon assez rapide et donc gagner du temps le jour J des ECN, d'accord? Donc c'est les principales. Il y en a d'autres, mais c'est principalement ça qu'il faut retenir des coccyagrammes négatifs, d'accord? Et là, donc petit dernier, donc là, de la même façon, on regarde d'abord la forme, comment ça se présente, et s'ils prennent le gramme ou pas, d'accord? Là, on fait assez simple. Donc maintenant, maintenant que vous connaissez un peu les rouages, donc c'est effectivement des bacilles. Ils sont violets, donc ils prennent le gramme, et donc c'est des bacilles grammes positifs. Est-ce que vous avez des idées en tête qu'il faut avoir un peu des familles ou d'exemples de bactéries qui sont des bacilles grammes positifs? Allez, ouais, c'est bien, c'est bien. Effectivement, Listeria, Clostridium, d'accord? Clostridium, on a rarement des examens directs, quoique, on verra lesquels, notamment dans les infections liées à la peau. Mais la Listeria, comme vous connaissez bien, et puis d'autres corinéformes, ça c'est celle que vous pourrez voir, d'accord? Donc, en gros, sur l'examen direct, l'objectif, c'est que ça vous aide, d'accord, sur l'imagerie, sur la microscopie, pour justement vous guider au maximum dans le dossier clinique. Et vous voyez que c'est relativement simple, hein, finalement. Les coccygram plus, qu'on a vu, le staphylocoque, streptocoque, etc. Coccygram négatif, donc avec les Neisseria, les bacillegrammes positifs avec l'Listeria, etc. Et les BGN, les entérobactéries, d'accord? Donc on voit effectivement dans le cas clinique, c'était des bacillegrammes négatifs. Et ça, c'était très bien. Ensuite, pour comprendre, donc maintenant qu'on sait de qui on parle, bah, c'est où est-ce que sont ces bactéries et quand est-ce que on peut parler finalement quelle est la différence entre la colonisation et l'infection, parce que ça c'est un des critères majeurs, c'est que si c'est de la colonisation, qu'est-ce qu'on va traiter, est-ce que c'est de la réelle infection ou pas, d'accord? Donc pour mieux comprendre, bah, dans le corps humain,
il y a des bactéries, il y a aussi, vous voyez, des levures et autre chose. Donc ça fait partie un peu du microbiome, c'est-à-dire que qui sont en symbiose avec notre corps. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir avoir toujours dans cette idée d'infectiologie, en infectiologie, de balance bénéfice-risque à un traitement pour voir l'impact en fait sur ce microbiome. Et vous allez voir que même si c'est un niveau un peu plus poussé de réflexion, c'est important pour vous de mieux comprendre pourquoi il y a de telles recommandations, pourquoi elles évoluent en infectiologie. Donc comme je disais, la différence entre la colonisation et l'infection, c'est qu'en colonisation, on est en symbiose avec ces bactéries, et quand il y a une infection, il y a un déséquilibre. Et à quelle occasion naît ce déséquilibre? À la fragilité tissulaire, c'est-à-dire des bactéries qui rentrent, mais également une fragilité immunitaire qui va favoriser tel ou tel type d'infection. Il y a également la stagnation, la macération, donc il y en aura un peu plus de bactéries que par rapport à la flore, et donc une balance qui va être en faveur de la bactérie qui va pouvoir infecter, et donc cette notion d'opportunisme avec une ou même plusieurs bactéries. D'accord? Toujours cette balance entre impacter cette colonisation, donc la symbiose, et l'infection. Vous allez voir que tout découle de ça pour les critères diagnostiques, mais également pour le thérapeutique. D'accord? Voilà, bon, on continue. Donc là, c'est pour faire l'autre pendant. Donc on a vu en cas de colonisation toutes les bactéries qui sont en symbiose avec notre corps, mais là, et autres que bactéries, mais là, du coup, sur les bactéries pathogènes, et c'est important de les avoir en tête, par argument de fréquence que j'ai classé ici, donc par rapport au site d'infection. Et on voit d'emblée que selon le site d'infection, c'est plutôt, donc comme on a vu, des coccigrammes plus, comme le pneumocoque ou le streptocoque, ou quand c'est un peu plus bas, donc des entérobactéries comme en tête de file les Escherichia coli. D'accord? Donc ça, on poussera un peu plus, mais c'est pour vous mieux vous expliquer que la différence entre la colonisation et l'infection. Maintenant qu'on a ces notions un peu en tête, et donc n'hésitez pas à toujours à me poser des questions, je reste à votre disposition. Ok. Donc si c'est pas clair ou si je vais trop vite, vous n'hésitez pas non plus. On peut tirer tendance. En tout cas, maintenant, le plus gros pendant, c'est comment faire le diagnostic. D'accord? Une infection, comment on fait le diagnostic de telle ou telle infection? Donc ça, pour ça, je vais catégoriser un peu tous les prélèvements qu'on pourrait faire en général à votre niveau pour optimiser en fait la prise en charge dès le début. Donc, quand on parle de diagnostic, il faut savoir de quoi on parle. Et donc là, je vous remets un peu un moyen technique qui est toujours bon d'utiliser pour ne rien oublier quand on évoque un diagnostic, c'est l'aspect. Donc ça, c'est plutôt classique. Je pense que certains le connaîtront. Donc, il faut bien localiser. Certains ont parlé de pyélonéphrite. Du début, justement, il faut aller plus loin quand on parle de diagnostic, c'est-à-dire où, gauche ou droite. Voilà. Les notions d'aigu ou pas, donc pyélonéphrite aiguë, il y a des cas de pyélonéphrite chronique, donc faut pas hésiter à être précis pour savoir de quoi on parle et de savoir comment traiter à la fin. La sévérité, donc ça, certains ont dit qu'il y avait des signes de gravité, mais il faut avoir les mots justes. Est-ce que c'est un état de choc septique? D'accord, ça c'est important de savoir. Vous allez voir que ça guide également le traitement et la prise en charge. Si c'est une poussée ou pas d'une pathologie récurrente. L'étiologie, donc là où certains ont dit ABGN, effectivement, il faut aller un peu plus loin, par argument de fréquence, est-ce qu'on peut se prononcer ou pas sur le germe selon ce qu'on a vu, donc communautaire ou nosocomial. D'accord? Les complications, donc dans le cas de pyélonéphrite, la recherche d'abcès, d'obstruction, parce que ça peut aboutir à des thérapeutiques, pareil, à des traitements qui peuvent être très différents. Le terrain, parce que voilà, si c'est une femme enceinte, d'où le réflexe à avoir, faut savoir le noter quelque part, parce que ça va globalement vous guider également sur le traitement et la prise en charge. D'accord? Donc un aspect à garder en tête. D'accord? Alors, comment on fait le diagnostic? Donc le diagnostic, il y a d'abord la suspicion clinique, donc la fièvre, le point d'appel,
Si quelqu'un se plaint de la jambe, si quelqu'un se plaint voilà, des fausses lombaires, de la tête, voilà. La porte d'entrée, parce que comme on a vu dans l'infection versus colonisation, ça peut être voilà, l'occasion d'une fragilité tissulaire et donc d'entrée. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête dans tout diagnostic d'infectiologie. D'accord. Là, donc ça, la gravité et le contexte, donc ça, on en a parlé. Les défaillances d'organes dont on détaillera la suite. Ce n'est pas parce que je suis anesthésiste réanimateur que j'en parle, mais c'est parce que ça change la thérapeutique, même en infectiologie. D'accord. Ce qui impacte évidemment la conduite à tenir. Est-ce qu'il faut faire des prélèvements bactériologiques et lesquels? S'il y a un risque de décapitation, pour savoir justement si c'est le rendement du prélèvement bactériologique. Et très rapidement, on va se poser la question, est-ce que je traite ou pas? Est-ce que je traite en probabiliste, en connaissance de cause et de tous les facteurs, ou est-ce que je prends en compte des facteurs de risque de résistance, comme certains l'ont dit sur le chat, que j'ai vu, BLSE ou pas. D'accord. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à continuer, hein. Si vous avez des questions, je continue à lire. Donc les moyens diagnostiques. Donc ça c'est assez simple. Donc il y a là toute la pendant de la microbiologie conventionnelle qu'il faut bien comprendre, même pour vous dans le futur, pour bien comprendre les étapes, mais également le déroulement de ces dossiers pour les ECN. Donc quand on prélève, certains, donc en microbiologie conventionnelle, il y a l'étape des examens directs. C'est-à-dire qu'on prend le liquide, on prend le prélèvement qu'on a fait et on regarde au microscope. Donc on regarde au microscope, on verra après tous les détails et on essaie de voir les caractéristiques comme je vous ai dit, avec les colorations, le gramme positif, la forme, etc. Ensuite, on prend ces bactéries et on les met en culture. On les met en culture, ça peut prendre habituellement 24 heures, et on voit que si les colonies ont poussé ou pas, notamment sur les liquides stériles, voir si ça pousse, les pathogènes, et ensuite on les envoie en identification. Il y a des techniques maintenant de spectrométrie, comme le Malditov, qui vont répondre le nom de la bactérie, d'accord? Donc ça va déjà vous guider. Mais ça, il faut attendre 24 heures pour avoir cela. Et ensuite, on remet ces bactéries qui ont poussé en ensemençant un antibiogramme. Et donc l'antibiogramme qu'on lit encore, on laisse au chaud pousser sur un milieu de culture et on voit l'antibiogramme et donc leur panel de résistance. Et on verra que selon le panel de résistance, on va pouvoir caractériser un peu et traiter, adapter les antibiotiques. Et ça, c'est un élément très important. Ensuite, en dehors de cette microbiologie qu'on va dire conventionnelle, il y a également des nouvelles techniques qu'il faut avoir en tête parce que ça fait partie du quotidien actuellement. Génotypique, donc ça c'est les PCR, donc vous les connaissez peut-être vu que par le Covid, etc. Donc la réaction de polymérase en chaîne, de réaction en chaîne de polymérase, donc voilà où on amplifie un génome pour avoir ça. Donc en bactériologie, donc il y a des techniques automatisées de GeneXpert pour savoir un staph doré, si justement si c'est un staph doré ou pas, et s'il est résistant ou pas. Donc ça c'est des éléments qui accélèrent la prise en charge, mais également quand le prélèvement est décapité, techniques juste pour que vous ayez un peu ces notions en tête, la RN16S pour justement retrouver les gènes de quel type de bactérie ou pas, si dans le prélèvement il y en a. Phénotypique, donc les tests rapides, donc ça on y reviendra lors de petits cas cliniques. Donc ça c'est pour détecter effectivement le phénotype de certaines bactéries, et puis des diagnostics un peu indirects avec de la sérologie, avec tout ce qu'on peut craindre de cette technique, c'est-à-dire un temps un peu retardé, puisqu'il faut que les anticorps qu'on dose, c'est le principe d'une sérologie, se développent, et donc l'immunité se développe et puisse se développer. D'accord. Donc la question, donc, est-ce que le live sera disponible après diffusion? Oui, on va essayer. Bon là vous êtes déjà 700 à nous regarder, mais oui, le live sera disponible après diffusion. Mais n'hésitez pas à suivre parce que ça aide à l'interaction. Question sur prélèvement décapité. Donc comme on a dit, décapité, c'est-à-dire qu'au moment de prélever de faire les prélèvements, donc dont on va détailler après les types de prélèvements, c'est que quelqu'un a déjà eu les antibiotiques. Et donc les bactéries, les liquides qu'on a prélevés dans le liquide
les bactéries ont déjà subi l'exposition à cet antibiotique et donc sont potentiellement déjà décédées. Et donc, on va dire qu'il est décapité. Et on va voir les exemples, comment reconnaître ça, des prélèvements décapités. D'accord? Donc l'examen direct, comme on a dit, donc il y a l'examen macroscopique, donc ça, c'est voilà, les selles, effectivement, on peut voir si c'est mou ou dur, ça va guider la suspicion de pathologie à ce niveau-là, et également dans le LCR. Donc le LCR, on dit souvent que c'est eau de roche quand c'est normal, clair comme de l'eau de roche, mais quand c'est trou, il faut peut-être exciter. Donc vous voyez, dès le prélèvement, il y a certains liquides qu'on peut avoir une alerte et donc des réflexes à avoir. D'accord? Ensuite, l'examen à l'état frais, donc c'est effectivement voir la forme, vous voyez. La mobilité, bon ça c'est un examen un peu plus poussé, je ne pense pas qu'il faille s'attarder dessus, mais si vous avez des questions, on pourra en discuter un peu plus tard. Notamment pour le pseudomonas, etc. Et puis les colorations, donc comme on a pu voir d'emblée, donc là ça va vous faire un rappel, donc on colore les grammes, ça prend le gramme ou pas, gramme négatif ou gramme positif, et ça vous donne déjà un peu des catégories de bactéries à avoir. Les autres colorations un peu spéciales que vous pouvez avoir en tête, parce que si dans un dossier on vous demande qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, par exemple pour les bars, donc les bacilles acido-alcooliques résistants, les unicènes, c'est pour par exemple pour détecter ces bars, puisqu'ils ne prennent pas forcément le gramme, et c'est pour mieux les détecter. Et effectivement là c'est les colorations uniquement pour les bactéries, mais on abordera lors d'autres conférences, si vous le souhaitez, effectivement, il y a des colorations pour les champignons, voilà, notamment pour les champignons et pour guider la prise en charge, d'accord? Par exemple, si je vous dis encre de Chine, coloration de l'encre de Chine, il faut que vous ayez de certains réflexes. Ensuite, que prélever? Bah oui, maintenant qu'on sait un peu comment ça se déroule le diagnostic, qu'est-ce qu'on prélève devant le patient, d'accord? Donc, les types de prélèvements. Bon, je vous ai montré, mais c'est juste pour savoir si vous avez des petites choses qu'est-ce que vous connaissez comme type de prélèvement qu'on peut faire. Voilà, n'hésitez pas. Marie-Laure, Mike. Donc il y a les tissus et les liquides stériles, comme on a vu. Donc les urines, c'est stérile, hein. Bah ouais, même si ça en dégoûte certains, les urines, c'est stérile à la base, sauf si sondage urinaire, puisque ça un corps étranger, et donc ça, on verra cette particularité. Le LCR, donc dès qu'il y a un germe, on s'excite, d'accord. Le péritoine et l'acide également, d'accord. Sachant que l'acide, il y a, ça on verra dans d'autres conférences, d'autres critères pour décider s'il y a une infection de liquide d'acide ou pas. Les poumons, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, il y a une colonisation plus fréquente, comme on a vu sur le schéma que je vous ai montré un peu plus tôt. Donc, en particulier, quand il y a une pathologie de l'escalator ciliaire qu'il y a dans les poumons, comme dans la BPCO, avec une colonisation qui peut être fréquente, et donc faire un diagnostic d'infection ou pour décider de traiter, ça peut être parfois un peu plus compliqué, et l'intubation également, parce que pareil, c'est un corps étranger, on chante des filtres naturels, et donc là aussi, ça peut poser d'autres questions, mais ça on le verra sur d'autres conférences ou un peu plus tard. Ensuite, il y a tout un panel de prélèvements où vous allez voir, il y a des seuils de significativité qui ont été mis en place. Qu'est-ce que c'est? On le verra tout de suite après. D'accord? Mais ça donne une indication un peu du seuil pour dire oui, ce prélèvement, il est positif sur les bactéries, mais également sur notamment un nombre de leucocytes. Les liquides articulaires, effectivement, sont stériles normalement. C'est très bien. C'est très bien, ouais. Bravo, les liquides articulaires sont-ils stériles, effectivement. Voilà, et puis les hémocultures. Voilà, hémoculture, un peu un indispensable de ce qu'on vous apprend, mais voilà, les inconvénients, si on peut le dire, c'est qu'il n'y a pas d'examen direct, d'accord? On prélève du sang, on les met dans une machine, et ça sonne si les bactéries atteignent en gros un seuil de détectabilité, et ça sonne, et donc après on prend le liquide de sang et on regarde quel type de bactéries il y a dedans, d'accord?
C'est susceptible, vu qu'on traverse la peau et que on peut mettre tout un tas de bactéries dans le flacon d'hémoculture. Si par exemple c'est pas bien désinfecté, bah, on peut avoir des germes commensaux où ça profite de la peau, comme on a pu voir, donc notamment des staphylocoques blancs de la peau. Et donc là, c'est difficile de savoir si c'est pathogène ou pas, mais ça peut être des contaminations. En tout cas, il y a certaines bactéries où ça aboutit une bactérie dans le sang, bah c'est pathologique. Donc il y a des germes où il faut avoir ce réflexe. Si on voit qu'il y a du coccigramme plus en amas, bah, ça peut être du staph blanc, mais il faut justement rechercher le staphylocoque doré parce que c'est un pronostic direct pour le patient. Et donc la porte d'entrée, comme on verra, toujours avoir gardé en tête. Merci Mike pour préciser que effectivement un liquide articulaire qui n'est pas stérile, c'est une arthrite septique. Les hémocultures, donc examen clé en infectiologie, pas d'examen inconvénient, pas d'examen direct comme j'ai dit. En général, on en fait plusieurs flacons, en même temps, si contexte d'endocardite, ce n'est pas encore validé de tout prélever d'un coup, mais du coup au moins 3 paires de flacons. Je ne pense pas qu'on vous posera la question de comment les prélever, mais il faut que ce soit en abscissie. Et donc cette notion un peu pour répondre un peu en exemple de la question qu'est-ce que ça veut dire décapiter? Et ben, c'est si on met une antibiothérapie avant de prélever des hémocultures, le risque c'est de décapiter ces hémocultures, même s'il y a un fond qui va essayer de chélater les antibiotiques, il y a moins de chances, et ça les études le montrent bien, que ça sorte positif et donc qu'on ait le diagnostic à la fin. Donc ça c'est important à garder en tête. Les critères de pathogénicité, donc comme je vous ai dit, c'est un même organisme, quelles que soient les cliniques, il faut le prendre en compte. Et surtout, si c'est connu pathogène, donc le Staphylococcus aureus, plus connu sous le nom de staphylocoque doré, d'accord, c'est en grec, et le Pseudomonas aeruginosa, il faut avoir le réflexe, mais c'est également vrai pour certains autres pathogènes comme les candidats ou voilà, il y a des choses où on ne peut pas laisser passer puisqu'il y a un pronostic directement derrière du patient. Les contaminations possibles, donc ça c'est un des malus de l'hémoculture, c'est qu'il y a la rentabilité. Cette question de rentabilité est parfois très discutable, notamment quand il y a une dermohypodermite. Est-ce que c'est rentable de faire une hémoculture ou pas, sachant la rentabilité qui reste très faible. Et donc ça c'est également des discussions à savoir, parce que quand vous serez en phase d'un QCM, c'est choisir le bon prélèvement, il faut avoir ça en tête, d'accord? Donc, comme autre prélèvement, donc ça vous l'avez cité. Effectivement, donc pour revenir à l'hémoculture, effectivement la remarque de Mike, il faut que les flacons soient bien remplis parce que si les flacons ne sont pas bien remplis, c'est pareil, ça diminue la sensibilité et donc la capacité de cet examen à faire le diagnostic, d'accord? Et donc voilà, pour que ce soit plus clair pourquoi il faut une quantité plus importante. Pour le reste, donc on passe aux ECBC, donc l'examen cytopathologique des crachats. Pour avoir ces différents seuils, donc est-ce que par exemple là, vous savez juste sur ces seuils donc de cellules épithéliales et de leucocytes, le prélèvement qui sera considéré comme idéal pour faire le diagnostic? Donc, je vous laisse un peu réfléchir. Vous voyez qu'il y a différents cas possibles, soit pas mal de cellules épithéliales, soit pas beaucoup, et pareil pour les leucocytes, soit moins de 25, soit supérieur à 5. Et ça c'est la vie réelle, hein. C'est comme ça qu'on vous rendra un ECBC. Il faut que vous sachiez un peu interpréter, puisque ça vous guidera un peu dans le dossier progressif. Effectivement, comme Axel et Lucie ont répondu, notamment, c'est dernier, le prélèvement idéal. Parce que les cellules épithéliales, ça représente un peu les cellules de la bouche. Et donc, si il y a beaucoup de cellules épithéliales, c'est souvent évocateur que le patient, en fait, il n'a pas craché de ses poumons, donc d'en bas, mais plutôt de la salive. Et donc, ça rend, d'une part, l'examen pas fiable, donc à rejeter pour éviter les faux diagnostics, notamment s'il y a un germe de la bouche qui pousse, à faire à tort un diagnostic à cette bactérie comme une pneumonie, alors que ce n'est pas le cas. D'accord ?
Donc c'est pour ça que ces seuils sont très importants puisque ça guide le diagnostic qu'on va avoir. Et donc on voit qu'on peut accepter quand il y a un petit peu de cellules épithéliales, ça peut être contaminé avec un peu de salive, mais qu'on voit qu'il y a beaucoup de leucocytes et ça c'est acceptable. Concernant les autres prélèvements, on continue sur le poumon. Donc les prélèvements des poumons, donc il y a différents seuils, donc ça il faut connaître. Vous allez voir que c'est assez logique. Donc là je vous laisse un peu voir l'expectoration, quel est le seuil de significativité quand on met en culture. Donc ça c'est au bout de 24 ou 48 heures pour savoir le nombre de colonies, voilà, dans un LBA. Et dans un PDP, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà passés en réanimation s'ils ont déjà pratiqué cela, mais quel est le seuil de significativité, parce que ça aussi, ça compte. Et bah oui, je vous les ai mis dans ce cadre-là, parce qu'effectivement, le CBC, donc c'est quelque chose qui est relativement assez superficiel. On voit qu'il faut un seuil assez élevé, donc au moins 10 puissance 7, pour que ça soit significatif, pour éviter de faire des diagnostics à tort. Et donc en fait, plus on va progresser dans le type de prélèvement plus loin, et donc protégé, d'accord, moins on va avoir de contamination de l'arbre bronchique et des voies aériennes supérieures, et donc le seuil va diminuer, d'accord. C'est assez logique, hein. Donc 10 puissance 7 pour l'expectoration, 10 puissance 5 pour l'aspiration trachéale, 10 puissance 4 pour le LBA, et le PDP à 10 puissance 4, 10 puissance 3. Donc vous voyez, c'est assez graduel, donc assez facile à retenir. Voilà, Lucie, du coup, ça répond à ta question. Donc l'expectoration, c'est effectivement un seuil plus élevé, parce qu'il y a ce risque de contamination, et donc on se fixe habituellement un seuil un peu plus élevé pour conclure si c'est significatif ou pas. Passons aux ECBU. Donc les ECBU, c'est vrai qu'on ça peut être assez facile, notamment chez le sujet âgé où on a de la fièvre, mais sans point d'appel clinique. Faut savoir y penser. Là aussi, le risque de contamination est élevé, donc il faut faire dans des conditions acceptables pour pouvoir interpréter, parce que faire un examen qu'on ne pourra pas interpréter, ça ne sert pas à grand chose. Et là, tout particulièrement, donc on l'a abordé tout à l'heure, ceux qui portent une sonde urinaire, ils ont une leucocyturie systématique et une bactérie assez fréquente, mais ça fait pas forcément, ça ne signe pas forcément une infection, et donc c'est un critère majeur pour trier vos dossiers d'infectiologie, d'accord. Parce que la sonde se colonise, et donc ça aboutit à une conclusion qui peut être plutôt différente. Et donc, faire attention à ça. Voilà, si vous avez d'autres questions. Concernant les seuils de CBU, donc voilà. On voit que de la même façon que les CBC, c'est pour ça que j'ai commencé par le CBC, il y a des seuils différents selon le leucocyte et le nombre de colonies de bactéries. D'accord. On voit que quand c'est tous inférieur au seuil, donc 10 puissance 4 pour les leucocytes, 10 puissance 3 pour les bactéries, ça élimine, en quelque sorte, une infection urinaire. Les cas particuliers, donc on voit que quand la leucocyturie est significative, c'est des infections urinaires qui sont possibles d'emblée. Et donc les seuils de significativité sur les bactéries, ça dépend du sexe et de l'espèce bactérienne, notamment par leur fréquence, etc. Donc l'Escherichia coli, qui est une entérobactérie, pour rappel, donc ça on l'avait vu, et tel que Coccus saprophyticus, donc qui est le premier germe pour les cystites au sein de la femme, où on choisit 10 puissance 3. Pour les autres, vous voyez qu'il y a simplement, on peut retenir au moins 10 puissance 3, mais pour la femme, il y a un cas particulier pour les entérobactéries, puisqu'on choisit un seuil qui est un peu plus élevé, et ça c'est assez logique, donc parce que par rapport à la proximité des voies digestives de la femme avec un urètre qui est plus court. Donc ça c'est l'actualisation des recommandations qui sont disponibles sur internet. Voilà, vous trouverez le lien rapidement, sinon on vous l'enverra par la suite. D'accord. Disponible sur infectiologie.com. Toutes les recommandations. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, je vous répondrai un peu plus tard. J'ai vu la question de Salomé, dont on répondra un peu plus tard. Parce que avec ce tableau, notamment là, ça résume un peu ce qu'on a dit.
mais quand la bactériurie n'est pas significative, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça doit évoquer? Donc cette notion de décapitation, c'est-à-dire qu'il y a eu des antibiotiques avant et donc qu'on ne retrouve plus à la culture assez de bactéries pour que ça soit significatif, mais également mycobactériennes, débutantes, c'est-à-dire que les bactéries ne sont pas en nombre suffisant ou retrouvées dans le prélèvement puisqu'on prélève un tout petit tube de bactéries ou des origines non bactériennes. Cas particulier chez les patients immunodéprimés et les sujets âgés, ils n'ont pas forcément de leucocyturie, on imagine pourquoi. Cas particulier de la femme enceinte qui fait l'objet de recommandations particulières puisque le traitement, en tout cas les recommandations de traitement changent puisqu'il y a quelqu'un d'autre à protéger qui est l'enfant. D'accord. Dans les autres cas, faut pas hésiter à faire un CB de contrôle pour être sûr de cela. C'est bien, il y en a qui ont des bonnes notions, donc on peut continuer. Voilà, si on vous l'exprime en millimètres cubes, faut pas être perdu. L'équivalence, je vous l'ai mise en bas à gauche. C'est le cas de certains laboratoires. Autre prélèvement qu'il faut avoir en tête, et ça on y passera un peu plus de temps puisqu'il y a des recommandations qui sont relativement assez récentes, la ponction lombaire. Un indispensable, à savoir faire d'une part et à connaître. Là, c'est toutes les choses qu'il faut avoir. Donc, n'hésitez pas à avoir dans vos services, aux urgences, à demander à faire, puisque c'est indispensable. Hein, parce que le diagnostic qui en découle, c'est souvent une méningite, voire une méningoencéphalite. Et donc, il faut faire le diagnostic assez rapidement devant le pronostic qui peut être très réservé s'il y a un retard. Voilà, ça vous connaissez sûrement en pratique. C'est l'objectif de cette conférence, c'est également d'allier la pratique. Voilà, on pique assez bas pour éviter la moelle épinière et donc le point terminal. Et on prélève du LCR. On fait toutes les manœuvres de prévention du syndrome post-PL avec s'il y a avec biseau ou pas ou avec un point de crayon pour éviter que le patient ait des séquelles après cette ponction lombaire. Les examens qu'il faut avoir en tête, c'est au moins 3 tubes, au moins, avec des tubes pareil bien remplis pour être assez sensibles et pouvoir faire nos analyses pour faire le diagnostic. Biochimique, donc ça on revoit tout de suite après. Microbiologique et la cytologie de façon systématique. Je lis vos questions. Alors, en cas de CBU chez un patient asymptomatique, ça on verra. Ça on verra à la fin, la question de Salomé, puisque c'est des cas particuliers, on verra à la fin en revenant sur notre cas clinique du début. Les ponctions lombaires, donc pourquoi j'ai fait un focus? Parce qu'il y a l'actualisation également de la conférence de consensus de 2008, parce que les contre-indications, qu'est-ce que vous pouvez me citer contre contre-indication formelle à la ponction lombaire? Je vous laisse un peu réfléchir. C'est pareil, assez logique, hein, donc n'hésitez pas. C'est les signes d'engagement. Et cela, même si le scanner est normal. Donc on verra, c'est la question suivante, quand est-ce qu'on réalise un scanner. Mais quand la contre-indication à une ponction lombaire, c'est les signes cliniques d'engagement. Et donc comment on définit un engagement cérébral? Par des signes de localisation. Et donc une mydriase. Donc on n'oublie pas de regarder les pupilles ou de noter quelque part quand c'est sur un dossier qu'il y a une mydriase, même surtout unilatérale, un hoquet ou des mouvements d'enrôlement. D'accord? Parce que ça vous mettra 0 au dossier quasiment si vous faites la ponction lombaire et qui est un signe d'engagement qui est clinique, qui est décrit dans le dossier. D'accord? L'instabilité hémodynamique, parce que voilà, on prend des risques pour le patient, et pareil pour l'hémostase. C'est des choses assez logiques, d'accord? Donc ça, c'est à avoir en tête. Pourquoi on ne fait pas de ponction lombaire quand il y a un signe d'engagement? Là, pareil, c'est assez logique, parce que, donc je vous laisse un peu réfléchir.
pourquoi je répète la question, pourquoi lorsque on a un signe d'engagement, on ne fait pas de ponction lombaire? Parce qu'effectivement, on crée le mouvement d'enroulement, vous allez voir, c'est un mouvement de réaction à la douleur. Le patient, donc on peut décortiquer ou enrouler, et donc que ce soit au membre supérieur ou inférieur, donc le fait que le patient réagisse de façon inadaptée et donc est témoin d'une souffrance cérébrale. Et donc effectivement pour la ponction lombaire, si VS a bien compris, c'est effectivement lorsqu'on fait une ponction lombaire, on crée une dépression au niveau plus bas. Et donc, si le tronc cérébral a commencé à s'engager dans le trou occipital, le risque c'est qu'on aggrave cet engagement et que le patient coupe en quelque sorte ses fonctions nerveuses centrales et décède. Et donc, c'est pour ça. Si on fait un examen et que le patient décède, on aura tout perdu. Voilà, on aspire le cerveau, comme dit Thibaut. Donc, quelles sont les conditions du coup où il faut obligatoirement, quasiment, de réaliser une imagerie cérébrale avant une ponction lombaire? Donc, on a vu les contre-indications, mais maintenant, dans quel cas, du coup, on se dit, on fait une imagerie cérébrale? Si le patient n'a pas tous les signes cliniques qu'on a vus tout à l'heure, donc l'instabilité hémodynamique, les troubles de l'hémostase et des signes d'engagement clinique. Là aussi, l'actualisation 2017 a mis un peu à jour ces critères. Je vous laisse un peu réfléchir. Et non, Alexiane, effectivement, même si le scanner est normal, s'il y a un signe d'engagement clinique, le risque est trop élevé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut examiner vos patients de façon en détail pour éviter ce genre de complications. Donc, retour à la question que je vous ai posée. Donc, quand est-ce qu'il faut réaliser une imagerie cérébrale avant la ponction lombaire? Et bien là aussi, c'est assez logique. C'est quand il y a des signes de processus expansif intracrânien, donc où on se dit que l'imagerie cérébrale sera effectivement très rentable et qu'on va éliminer justement l'engagement cérébral, d'accord? Donc les signes de localisation, les crises d'épilepsie focale et récentes, d'accord? Donc ça c'est très évocateur d'un processus expansif et donc faut le retenir. Les signes d'engagement cérébral, donc des troubles de vigilance associés à un signe de localisation, d'accord? Ou des crises cloniques. Et en cas de crise convulsive persistante. Et donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça change par rapport aux recommandations, aux consensus précédentes? C'est que si on a des crises tonico-cloniques généralisées à une reprise, ce n'est plus tout seul, ce n'est plus une contre-indication, une indication, en tout cas à l'imagerie cérébrale, on peut faire la ponction lombaire. Parce qu'on s'est aperçu que cela avait finalement un scanner qui n'était pas très rentable, en tout cas ne montrait pas de signe de contre-indication à cette ponction lombaire. Et donc, si le scanner trouve un effet de masse ou des signes d'engagement, la ponction lombaire elle est contre-indiquée. Pareil, même principe que ce qu'on a expliqué tout à l'heure. D'accord. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, oui, trouble les questions, donc on peut reprendre, par exemple celle de Sarah, donc qui demande si la contre-indication, l'indication à réaliser une imagerie cérébrale au préalable à une ponction lombaire, si un cas d'un patient avec un Glasgow inférieur à 11 et des signes neuro rentre dans cette case-là. Effectivement, s'il y a des troubles de la vigilance, donc Glasgow inférieur à 11, et des signes neuro, donc là, il faut avoir des arguments assez forts, c'est-à-dire des signes de localisation assez forts, des anomalies papulaires comme on l'avait dit, des cristaux cloniques qu'on dit postérieurs parce que ça évoque un engagement de la même façon, une dysautonomie, c'est-à-dire qu'on atteint le tronc cérébral et des troubles, le trouble du tronc cérébral, donc des choses cliniquement assez fortes, et c'est ça qui va pousser à la réalisation d'une imagerie cérébrale avant. Pourquoi avoir restreint ces critères et pas seulement une seule crise convulsive? Parce que la ponction lombaire elle doit être réalisée en urgence. Effectivement, trouble de la vigilance seul n'est plus une indication formelle au scanner.
D'accord? Là, c'est vraiment formellement. C'est-à-dire que si devant ces signes, il faut réaliser une imagerie cérébrale. D'accord? Maintenant, des troubles de vigilance isolés ne sont plus effectivement une indication à proprement dit. Mais effectivement, si le patient à l'examen clinique, notamment à la douleur, il a ces mouvements donc de décérébration, de décortication, c'est-à-dire complètement inadaptés, bah, il rentre dans cette case-là et il faut réaliser l'imagerie cérébrale. D'accord? C'est la simple logique. Mais les troubles de vigilance seuls ne sont plus une indication à un scanner au préalable, effectivement. Question de Lulu. Parce que la ponction lobaire doit être réalisée en urgence. Les recommandations, c'est assez formel, c'est dans l'heure. D'accord? Parce que le diagnostic et le traitement sont pronostiques, tellement à ce point pronostiques que l'élargissement des recommandations est allé dans ce sens-là. Et donc l'APL n'est plus contre-indiquée en cas de trouble de la conscience isolé et en cas de prise d'aspirine. D'accord, simplement, c'est plus contre-indiqué. Ça, c'était dans les contre-indications, des indications de scanner et de contre-indications à la ponction lobaire auparavant. Et donc ça, on a assez de recul et assez d'études pour dire que, enfin, c'est ce qui a guidé ces nouvelles recommandations. Et je vous explique un peu la logique de ces recommandations. En revanche, donc elle est contre-indiquée, donc ça on fait un petit bref rappel. Donc une infection cutanée au niveau du site de ponction pour éviter logiquement d'ensemencer le LCR qui est stérile, comme pour rappel. L'instabilité hémodynamique ou respiratoire parce que le mettre sur le côté, etc. S'il ne tolère pas bien, bah, on prend trop de risques pour le patient. Les troubles de l'hémostase. Donc ça, petits exemples après, anticoagulants efficaces inclus, donc il faudra y penser, et les saignements instantanés comme le CIVD, voilà. Et en tout cas, dès que la contre-indication, donc dès qu'on a arrêté les anticoagulants par exemple, il ne faut pas hésiter et il faut à faire la ponction lombaire, et donc il faut le garder en tête pour avoir un diagnostic, en tout cas confirmer le diagnostic. D'accord? Parce qu'on peut tourner autour et un patient qui n'a pas de diagnostic, bah, il perd également du pronostic. Alors, question. Ah bah, réponse à Samy, bah, tout le monde lui a répondu. Des anomalies tubulaires type de. Amène tout de... Alors, la question de Samy, c'est des anomalies pupillaires type mydriase unilatérale amènent tout de même à faire un scanner alors que la PL sera de toute façon contre-indiquée. Et bah, il faut trouver effectivement, donc la réponse c'est très bien, pourquoi on réalise un scanner parce qu'il faut trouver la cause de la mydriase. Et donc, c'est un critère de gravité neurologique qui va guider la prise en charge également. D'accord? Mais voilà, effectivement, donc on va retourner à la contre-indication. Donc s'il y a un signe d'engagement, donc s'il y a une mydriase, il faut y aller. Là, c'était simplement pour dire si le scanner est normal et que le patient a une mydriase, bah, c'est quand même une contre-indication. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il fallait comprendre l'énoncé. Voilà, tu me dis si je t'ai répondu, Samy, n'hésite pas. Voilà. Est-ce qu'on réalise systématiquement un bilan d'hémostase en PL? Non, pas forcément. C'est une bonne question. Mais ça dépend. Il y a l'interrogatoire, d'une part, si c'est possible, hein, si il a un trouble de l'hémostase connu, s'il prend des traitements, d'accord? Ça, c'est l'interrogatoire qui vous dira. Mais un patient jeune qui n'a jamais eu de problème, il a eu l'occasion de se blesser, et s'il n'a pas des troubles d'hémostase cliniques à l'interrogatoire, faut pas hésiter. Faut pas attendre le résultat de l'hémostase, sachant que ça peut prendre beaucoup plus d'une heure. On voit que on prend du retard sur le diagnostic, et ça, il faut pas tolérer, surtout s'il n'y a pas d'argument, s'il n'y a pas de doute sur un trouble d'hémostase. Par contre, si le patient, quand il se blesse, la famille ou lui-même vous raconte que ça fait des hématomes énormes, là, il peut être plus prudent, quoique, toujours à discuter, hein, selon l'état clinique. Par exemple, si vous voyez un patient avec un purpura fulminance comme ça, voilà, de toute façon, le traitement sera débuté avant, et donc voilà, le diagnostic passera après. Les examens biologiques systématiques du LCR, donc ça je vous l'ai déjà dit, donc effectivement au moins 3 tubes, un qu'on aime bien congeler pour éventuellement si en cas de si c'est décapité en quelque sorte, pour faire des examens supplémentaires pour chercher le germe et le diagnostic. La communication également doit être réactive, donc il ne faut pas hésiter à appeler le labo. L'antibiogramme est fait assez rapidement puisqu'il est fait directement sur LCR, donc ça, il ne faut pas hésiter à le demander, surtout si l'examen direct vous dit streptocoque, coccigramme positif en diplocoque.
d'accord, diplocoques qui prennent le gramme. Et donc ça, on peut faire directement des tests de sensibilité, notamment pour détecter les pneumocoques sensibilité d'immunopénicilline, avec ces fameux e-tests, donc je détaillerai plus tard. Les diagnostics secondaires indirects, on va dire, on peut s'aider de la lactatorachie, d'accord, taux de lactate dans le LCR, et ce qui est de bon ton, c'est de réaliser une paire d'hémocultures en parallèle, notamment si c'est décapité, par exemple un patient qui a une telle gravité par rapport à une méningite, dans quel cas ça se pose, à méningocoque, si on réalise l'hémoculture, elle peut être rentable, plus rentable même que la ponction lombaire, et donc aboutir au diagnostic, et donc ne pas retarder le traitement si on a au moins le temps de faire une hémoculture. Mais on verra que le purpura fulminans est un cas particulier tout de suite après. Donc si l'examen direct est négatif mais qu'on suspecte fortement une méningite bactérienne, il y a d'autres techniques comme on a dit. Donc ça il faut y penser, c'est pour ça que je vous l'ai dit un peu plus tard, et donc ça me permet de faire un petit rappel pour que ça rentre dans vos mémoires. Les techniques donc dites phénotypiques qui vont détecter les antigènes des pneumocoques, les PCR donc génotypiques qui vont détecter tout un panel. C'est les fameuses PCR multiplex qui vont détecter tout un panel de germes les plus fréquents. Voilà, les biopsies cutanées quand il y a du purpura, ça permet également de faire un diagnostic, ça peut permettre de rattraper certains diagnostics, et la PCT qui est un biomarqueur qui peut également guider, mais qui ne doit pas être fondamentalement retenu comme tel non plus. C'est surtout pour vous aider. Là, c'est pour vous présenter un peu les différents cas. Je lis en même temps vos questions. Je vous laisse un peu lire de ça. Tac, 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 tac. Voilà, en cas de trouble de l'hémostase connu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de trouble d'hémostase connu et qu'il n'y a pas, comme je lui ai répondu à la question, donc s'il n'y a pas de trouble d'hémostase connu, et si à l'interrogatoire il n'y a pas d'argument, en tout cas vous c'est un dossier, mais si c'est un patient et qui vous décrit pas de trouble d'hémostase quand il se blesse, tu vois, la question est assez simple, c'est si il se blesse et qu'il a des troubles d'hémostase ou qu'il saigne beaucoup quand il se coupe, là il faut effectivement attendre la NFS pour voir les plaquettes et le trouble d'hémostase et un bilan d'hémostase pour voir. D'accord. L'enfant, c'est un peu de la même façon. C'est s'il est en âge de marcher, il faut, voilà, on peut évaluer les troubles d'hémostase cliniques. Et c'est un peu comme en anesthésie. On ne fait pas de bilan à tout le monde avant une chirurgie. D'accord. Ça dépend de quel type de chirurgie, mais c'est dans le même principe. C'est que la rentabilité, la balance bénéfice-risque à attendre un bilan d'hémostase chez ces patients-là n'est pas rentable, d'accord. Voilà. Donc les différents types d'examens macroscopiques et de résultats biochimiques, etc. Ça vous permet de classer d'emblée votre patient, d'accord, pour guider la prise en charge. Et donc vous voyez que ça reprend un peu tout ce qu'on a dit auparavant. Donc vous avez commencé à bien comprendre, il me semble. L'examen direct, le diagnostic de méningite, d'accord, qui par la cytologie, mais également par la biochimie. On voit, ça vous devez connaître. Sinon, ça c'est pour vous mettre un peu petit rappel là-dessus. Et donc l'aspect au microscope avec les colorations dont on a parlé. Et vous voyez que ça reprend tout ce qu'on a dit auparavant. Petit rappel sur cela. Infection bactérienne, seule cause. Donc, question de Mohamed. L'infection bactérienne est-elle la seule cause d'élévation de la PCT? Non. C'est une question un peu plus poussée, puisqu'on dit souvent que la PCT oriente fortement vers une infection bactérienne, mais ce n'est pas la seule cause. C'est un biomarqueur d'inflammation, et donc une autre inflammation peut faire élever la PCT. Ce n'est pas assez spécifique, comme ça a été vendu au tout départ, pour conclure cela. Là, c'est un petit algorithme pour vous aider, mais ça, vous aurez les diaporamas pour vous refaire un petit rappel là-dessus. Donc, on a passé beaucoup de temps, mais indispensable pour aborder la suite. Donc, parce que la question, c'est comment? C'est comment on traite. Donc, est-ce qu'on traite? Il y a un seul cas d'urgence vitale
où on peut prescrire un antibiotique sans prélèvement bactériologique. Un seul, certains l'ont déjà dit, c'est effectivement le purpura fulminans en extra-hospitalier. Sinon, c'est au minimum une paire d'émoc pour avoir un diagnostic. Sinon, on démarre les antibiotiques et on ne sait pas ce qu'on a traité, on peut décapiter, etc. Et donc, on ne sait plus quoi faire. D'accord? Mais ça, il faut garder en tête parce que c'est important là-dessus. Toujours des exceptions quand on peut prescrire des antibiotiques sans prélèvement bactériologique, c'est en médecine de ville parce que les examens on les a pas tout de suite et est-ce que la rentabilité, pareil, cette notion de rentabilité peut être difficile à évaluer et donc les pneumopathies non graves, d'accord, évidentes, les angines, ça on verra comment faire le diagnostic à streptocoque du groupe A, voilà, les infections urinaires simples, diagnostiquées sur une BU, les résiduels simples, les sinusites typiques, les otites purulentes. Et donc ça, on reverra tous ces diagnostics parce que c'est des notions à avoir en tête puisque ça va changer votre déroulement de dossier progressif. Ensuite, comment on traite? Et donc ça, c'est une partie importante puisqu'il y a beaucoup d'antibiotiques. On voit que les cibles peuvent être différentes. Et donc là, souvent, c'est une des difficultés des externes, c'est qu'on ne sait plus où donner de la tête, tellement il y en a, et donc comment les caractériser. Donc on va simplifier. Tout ce qui s'attaque à la paroi, il faut retenir les bêta-lactamines, qui englobent les pénicillines, qui englobent les céphalosporines, qui englobent les carbapenem, et ainsi de suite, et une petite famille à particulier, l'astréonam. Les glycopeptides, en chef de file la vancomycine. Dans les inhibitions de synthèse protéique, il faut retenir les chefs de file comme les aminosides qui ciblent la sous-unité 30S, les macrolides, d'accord. On voit qu'il y a plusieurs cibles différentes et donc on voit d'emblée qu'on peut combiner les cibles pour être d'une part plus efficace, mais en cas de mutation, de résistance à l'un des sites, de jouer en quelque sorte pour être efficace dans le traitement de ce genre de bactéries. On voit que les quinolones eux s'intéressent à l'ADN et donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on épargne les quinolones pour éviter les mutations dans l'ADN et donc des générations de résistance. Le Bactrim dans le métabolisme de l'acide folique et puis d'autres que vous pourrez voir. Mais en gros, vous ce que vous devez retenir c'est paroi, synthèse protéique dans l'ADN parce que ça vous aide, en tout cas avec ces trois, à voir quelle cible d'antibiotique vous allez choisir. D'accord? Je n'oublie pas la question de Mike pour la suite. Donc les mécanismes de résistance. Donc ça souvent c'est pareil, c'est assez dur à prendre pour les externes et donc l'occasion de vous expliquer un peu plus en détail cela pour que vous compreniez un peu les tenants et aboutissants parce que devant un dossier progressif, parfois on se demande pourquoi ça aboutit à tel ou tel traitement. Donc les 4 grands mécanismes de résistance, et on va aller assez rapidement parce qu'il n'y a pas besoin tout est logique. Sur ce schéma, on voit que l'antibiotique pour fonctionner, il faut qu'il passe. Et donc il y a l'imperméabilité. Donc je vous ai cité un exemple de résistance naturelle des anaérobies aux aminosides, parce que l'aminoside, il ne rentre pas. Enzymatique, c'est-à-dire qu'il y a des enzymes qui vont dégrader certains antibiotiques, comme la pénicillinase, qui dégrade la pénicilline, c'est dans le nom. Les modifications de la cible, donc ça c'est, je cite comme exemple, ça c'est une résistance acquise du SARM, donc du staphylocoque doré résistant à la méticilline. Vous savez que c'est un critère majeur parce que ça change complètement le traitement et le pronostic. Donc la mutation de la protéine liant la pénicilline et les flux, c'est-à-dire que ça peut faire ressortir les bactéries, l'antibiotique. Les résistances naturelles, il faut les connaître pour savoir comment on va traiter, d'accord. La question de Mike Tong, Mike, on va y répondre juste après, hein, d'accord. Là, on fait juste un petit aparté sur les résistances pour que vous compreniez bien pourquoi on traite ou pas certaines infections. Là, je vous ai mis une petite illustration de pourquoi il faut une juste mesure dans le traitement. Les points bleus, c'est les bactéries sauvages, d'accord, qui n'ont pas le gène en tout cas de résistance et on verra lesquelles, et les roses, les germes de les bactéries qui sont résistants.
Et donc cette notion d'effet de pression de sélection, elle est assez logique, hein. C'est Darwin qui avait lancé ça. C'est que si on met un antibiotique, bah, on tue toutes les bactéries qui sont sensibles. Et en fait, les bactéries, et il y en a un certain nombre, qui peuvent être non sensibles à cet antibiotique que vous avez prescrit et se multiplier, et donc qui est source d'échecs et donc de retard de traitement, et donc qui peut allonger soit l'hospitalisation ou favoriser la mortalité. Les mécanismes de résistance. Il faut en connaître deux, c'est simplement pour que vous ayez un peu les notions et pourquoi il y a différents choix dans la prise en charge des patients. Donc quand c'est chromosomique, c'est-à-dire qui est directement dans le chromosome de la bactérie, donc ça fait partie des résistances naturelles, et plasmidique, parce que la transmission va être différente. Donc chromosomique, c'est comme héréditaire, d'accord, donc c'est une transmission qu'on dit verticale, et les plasmides, ça peut se répandre à d'autres bactéries, donc ils communiquent, et donc c'est le cas des BLSE et des entobactéries productrices de carbapénémase notamment, parce que, et on verra en détail à quoi ça correspond ces acronymes, parce que ça se transmet, et donc c'est pour ça qu'on isole, un isolement contact en tout cas, pour éviter de répandre ces résistances. Et donc ça, c'est des images. Donc vous voyez, c'est des bactéries qui se serrent la main, qui se transmettent ces fameux plasmides de résistance, avec des belles images donc, de microscopie électronique, pour vous illustrer ça et pour que vous compreniez pourquoi c'est si important de faire ces isolements de contact. Donc l'antibiothérapie probabiliste, puisque beaucoup se posent des questions sur l'antibiothérapie probabiliste, je ne vous oublie pas. Donc l'antibiothérapie probabiliste versus adaptée, donc il faut réfléchir à ces notions-là, notamment si vous voyez une allergie ou une contre-indication, savoir quel autre médicament, et ça vous avez vu le schéma des différentes cibles pour avoir l'idée. La gravité, parce que on peut se permettre, on verra par rapport à la balance bénéfice-risque, différentes choses, et choisir le meilleur antibiotique pour éviter ce genre de récidive. Donc tout ça, c'est une balance bénéfice-risque qu'il faut garder en tête, un impact individuel, c'est-à-dire est-ce que le patient a une perte de chance ou pas, et au niveau collectif, l'acquisition de résistance ou pas sur la communauté. D'accord ? Donc maintenant, un peu en pratique. Donc maintenant qu'on a toutes ces notions, on va pouvoir répondre à vos questions, notamment est-ce que, notamment à la question de Joël qui répond à Mike, si antibiothérapie d'emblée, si sinusite ou pas. Là, par exemple, quand on a un enfant de 5 ans qui a la fièvre à 38,5, ténopathie cervicale sensible, et qu'on examine au fond de gorge, on voit cet examen. Qu'est-ce que ça vous dit? Déjà, qu'est-ce que vous voyez? Et est-ce que ça vous amène à traiter? Je vous laisse un peu réfléchir. Vous allez voir, on a abordé toutes vos questions. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est des grosses amygdales, vous voyez, qui est érythémateuse, avec un purpura du voile du palais. Et donc ça, les purpura, c'est des petites taches purpuriques, donc des petites taches de rouge. Et donc ça, on va voir que c'est important à mettre en exergue pour savoir si on traite. Et donc, est-ce que vous traitez ou pas? Je répète, il a 5 ans. Pour petit rappel, la bouche et le pharynx, on voit qu'il y avait dans le schéma, comme pathogène, beaucoup de virus. Et donc ça va rentrer en compte dans l'algorithme de prise en charge. Et on voit que la bactérie principale, c'est le streptocoque de groupe A. Et on va voir que dans le traitement, ça va impacter. Et donc effectivement, les recommandations des différentes sociétés savantes, c'est qu'il faut restreindre la pression d'antibiothérapie pour justement les conséquences individuelles, mais également collectives. Donc individuelles, c'est les effets indésirables des antibiotiques, mais également collectives, donc cette acquisition de résistance dont on a parlé. D'accord ? Donc ça, c'est important. Hein. C'est pour ça que j'ai abordé toutes ces notions, c'est pour que vous les ayez en tête, pour pouvoir mieux comprendre ces recommandations. Hein. La rhinopharyngite, très souvent virale, donc faut proscrire. Les angines, donc cette notion de TDR, et ça c'est bien si Iris, Élise l'ont cité, c'est effectivement ça qui va guider la prise en charge, et on le verra tout de suite après. Les otites congestives, d'accord, à différencier des otites moyennes aiguës, et les otites séromuqueuses, parce que souvent ce qui est identifié, c'est que c'est souvent pas des bactéries, et donc pas de bénéfice à un antibiotique et plus d'effets indésirables. Donc cliniquement,
il y a des éléments cliniques qui ont dû, dans le cas clinique que je vous ai présenté à l'instant, vous guider sur si je dois prescrire des antibiotiques ou pas. Et donc, en faveur d'une infection bactérienne à streptocoque du groupe A, donc qui, pour rappel, est un cocci-gram positif, effectivement, en chaînette. Et donc, il y a l'âge qui compte, la saison, la dysphagie, il avait des anénopathies cervicales sensibles, de la fièvre et le purpura du voile. Donc ça, c'est plutôt en faveur et on verra que c'est pas sine qua non, hein, c'est plutôt de l'évaluation de risque, ça va guider. En faveur des virus, bah, c'est s'il y a des signes extérieurs, notamment de toux et de rhinorrhée, parce que c'est des signes qui sont associés à des causes virales, d'accord? Vésicule, conjonctivite également. Malheureusement, la clinique, c'est insuffisant. Parce qu'il y a une sensibilité et une spécificité, c'est-à-dire le risque de conclure à tort est assez élevé. Et donc, il faut se guider, comme l'ont dit vos collègues sur le chat, donc n'hésitez pas à participer, cette notion de TDR, de test rapide, qui va pouvoir nous guider et à nous donner une probabilité, après avoir fait ce test, de si c'est bactérien ou pas, qui va être assez élevée. D'accord, test phénotypique qui va suggérer donc soit éliminer, baisser votre probabilité que ça soit lié à une bactérie et donc éviter surtout la prescription d'antibiotiques. Voilà, l'objectif, diminuer la consommation d'antibiotiques comme on a pu voir sur la flore. L'avantage de l'antibiotique sur les streptocoques de groupe A, il faut les connaître. Ça évite les complications non suppuratives, le rhumatisme articulaire aigu, ce que vous aurez dû voir en cardiologie lors des autres conférences. Les complications suppuratives, l'amélioration des signes cliniques et la diminution de la congénitalité qui permet en fait un retour de l'enfant, notamment plus rapide en collectivité. Autre cas clinique. Là, on a une oreille. On examine l'oreille, donc c'est le même sujet, hein, le petit enfant de 5 ans, et on voit, on l'examine de fond en comble, comme vous avez l'habitude de faire, bien sûr, et donc on voit ce tympan-là. Et donc, qu'est-ce que vous voyez sur cette image-là? Quel déclic vous devez avoir et quelle prise en charge vous lui offrez à ce patient, à ce petit garçon plutôt? Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est la disparition des reliefs du marteau, avec une hyperémie, comme on dit, du tympan, puisque on voit les vaisseaux qui sont un peu trop bien dessinés et une perte de la transparence, même si on a l'impression de voir ce triangle, mais c'est un faux triangle, donc là on voit qu'il n'y a plus de transparence, on voit plus au travers, et donc c'est en faveur d'une otite moyenne aiguë. Donc est-ce que face à cette clinique, est-ce qu'on traite? Oui, c'est bien. Il y en a qui ont dit otite congestive, on ne traite pas, donc non, etc. Bah, on va voir, on va répondre tout de suite à vos réponses. On voit qu'il y a des réponses un peu disparates et c'est intéressant puisque c'est ça l'objectif de cette conférence, c'est que vous compreniez bien. Donc l'otite moyenne aiguë, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a plusieurs stades. Et donc il y a la stade effectivement congestive. Donc otite congestive, ça ne répond pas totalement à la question parce qu'il faut savoir où est-ce que ça se congestionne. Donc l'otite moyenne aiguë congestive, effectivement, le tympan reste assez fin, on ne voit pas, mais il y a une hyperémie autour du relief du marteau. Quand ça se collecte, on voit que ça bombe, d'accord, avec du pus derrière le tympan et ça se perfore et souvent ça diminue la douleur. Et donc, pour répondre à vos questions, donc antibiotiques et pas antibiotiques, effectivement, Iris soulève la question de l'âge. L'âge, j'ai dit c'était le même patient, c'est 5 ans. Donc si ça peut vous aider. Donc là, c'est toujours cette notion de balance bénéfice-risque. La majorité des otites moyenne aiguë guérissent spontanément, mais il y a une certaine partie des enfants qui bénéficient de l'antibiothérapie de la même façon que de la justification qu'on a dit tout à l'heure. D'accord? Et donc cette balance bénéfice-risque, il faut toujours l'avoir en tête. Et donc si le bénéfice attendu est plus important par rapport au risque individuel et collectif donc d'augmentation de résistance, d'accord, au niveau communautaire versus une guérison plus rapide. Ne pas prescrire d'antibiotiques, bah, c'est risquer un niveau de guérison plus faible, mais un impact au niveau de la collectivité de la résistance qui est moindre. Et donc ça, les recommandations se basent là-dessus pour vous faire comprendre ça.
Parce que, donc là, c'était pour vous montrer un peu une otite moyenne aiguë, là, à la phase collectée, d'accord? Vous voyez qu'on voit bien le pu. Et donc, on voit que ça peut se positionner, l'otite moyenne aiguë, elle peut se positionner à différents stades et qu'il faut connaître parce que les recommandations sont assez formelles sur le traitement. Et oui, parce que dans les otites moyennes aiguës purulentes, il faut prescrire des antibiotiques, notamment quand ils ont moins de 2 ans. Là, nous, effectivement, il a 5 ans, donc ça va discuter. Mais au-delà de 2 ans, effectivement, on peut s'accorder un traitement retardé pour épargner, donc si ça s'améliore en 48 heures. Sinon, se discute s'il est très symptomatique de le traiter. D'accord? Ça, c'est les recommandations que je vous ai mis, donc qui sont retrouvables également sur le site infectiologie.com. Donc très bien Daphné, effectivement. Vu qu'il a 5 ans, on peut se permettre d'attendre et de réévaluer. Antibiotique local proposé par Julien, c'est malheureusement à proscrire. D'accord? Soit on prescrit des antibiotiques efficaces, soit on n'en prescrit pas. D'accord? Parce que le risque, c'est d'avoir ni l'un ni l'autre dans la balance bénéfice-risque, ni une guérison plus rapide et ni un impact collectif amoindri. Donc, ce patient, il a une angine et une otite moyenne aiguë. Si le TDR est positif, quel antibiotique vous prescrivez? Maintenant qu'on a progressé dans le cas clinique du petit enfant. Faut se rappeler un peu de l'épidémiologie un peu des bactéries et vous voyez que ça aide. C'est en ça que c'est ce que je voulais vous faire comprendre. C'est que dans les top listes, il y a le streptocoque du groupe A et le pneumocoque. D'accord? Là, ça monte l'oreille, là, c'est sinus. Et donc, c'est l'amoxicilline, effectivement, qui est en top list, qui est appréciée en première intention par rapport à la balance bénéfice-risque qu'on a. Et donc, pour répondre à vos précédentes questions, effectivement, là où on prescrit des antibiotiques, il y a l'otite moyenne aiguë purulente qu'on peut traiter. Vous voyez que là, je compte également dans la durée pour justement diminuer l'impact collectif d'une exposition aux antibiotiques. Dans la sinusite maxillaire, donc ça c'est important à garder en tête. Puisqu'il n'y a pas forcément de prélèvement comme on a pu voir. On voit que les cas cliniques que j'ai faits sont exprès progressifs pour que vous ayez toutes les notions qu'on vient d'aborder pour cela. Et l'angine avec le TDR positif qui signe en quelque sorte le streptocoque du groupe A qui également aboutit à un traitement par amoxicilline. Et cela, pourquoi? Parce qu'il y a eu des thérapeutiques de santé publique qui ont abouti, avec notamment les vaccinations contre le pneumocoque, qui a abouti finalement à des souches qui sont plus sensibles à l'amoxicilline et donc qui ont permis de guider cette recommandation. Et donc l'épidémiologie bactérienne, elle est importante à savoir, notamment pour les otites moyennes aiguës. L'otite moyenne aiguë, vous voyez qu'il y a les pneumocoques, pas de bactéries. Donc l'Haemophilus influenzae, qui n'est pas qui, comme on a vu au tout début, et donc là aussi c'est l'occasion d'un rappel, qui est un bacille gram négatif et qui peut avoir un mécanisme de résistance qui est une bêta-lactamase, d'accord, en partie une pénicillase qui va dégrader l'amoxicilline. On voit que l'épidémiologie actuelle et qui aboutit à ces recommandations, elle n'est pas assez fréquente, mais qui peut être la cause d'un échec. Donc ça, c'est à y penser si on a un échec. Effectivement, l'Haemophilus influenzae peut rentrer en compte. Et donc dans ces cas-là, il faut prescrire de l'amoxicilline plus un inhibiteur de bêta-lactamase pour rétablir la sensibilité à l'amoxicilline, qui s'appelle l'augmentin, mais il y a des effets indésirables. On voit l'impact individuel qui peut être plus important. Et donc c'est cette notion de balance bénéfice qu'il faut avoir en tête, c'est ça qui va vous guider. En revanche, quand on a une otite plus une conjonctivite, on voit que l'épidémiologie diffère. Et donc la proportion d'Haemophilus influenzae est plus importante quand on a les deux associés, avec une proportion de bêta-lactamase qui est plus élevée. Et donc la balance bénéfice-risque, elle va pencher en faveur de l'augmentin. Et donc plus d'échecs, et donc c'est pour ça
que les exceptions à l'amoxicilline en première ligne, je vous les ai citées là, pour que vous les ayez en tête et que vous les compreniez surtout, c'est ça le but de cette conférence, de la précision d'augmentin quand les deux sont associés. La sinusite frontale, par rapport justement à cette proportion de bactéries qui peuvent être plus résistantes, donc l'Haemophilus influenzae notamment. En cas d'allergie aux pénicillines, donc ça, vous aurez les diaporamas, mais en gros, on essaie de préserver au maximum et de moins exposer à d'autres molécules susceptibles de fonctionner. Donc, s'il n'y a pas d'allergie aux céphalosporines connues, on peut prescrire une céphalosporine chez ces patients-là. Petit rappel de la prise en charge de l'angine. Petite question d'Élise, l'hémophilus influenzae peut-il donner une angine? Effectivement, alors, hop, ça peut donner angine, effectivement, on peut en trouver, mais c'est toujours par argument de fréquence, et donc cette balance bénéfice-risque, est-ce qu'on va dans une angine donner de l'augmentin d'emblée? Eh ben non, d'accord? Il faut avoir ces idées en tête parce que c'est ça qui guide la prise en charge, d'accord? L'impact parfois individuel n'est pas en faveur de traiter en premier abord la bactérie qui est la plus rare, d'accord? On traite d'abord voilà, c'est des mesures de santé publique qui peuvent avoir des exceptions comme on a vu s'il y a des signes de gravité et c'est pour ça que ça rentre en compte, mais ça on le reverra en reprenant le cas clinique initial. Donc, si on a signe évocateur d'angine, adulte, enfant, ça nous guide. Si c'est un enfant, on fait un TDR pour guider la prise en charge antibiotique ou pas. Là, je vous ai mis pour les adultes, cas particulier. On essaie de diminuer l'exposition aux antibiotiques au maximum. Et donc, si le score ISAC qui est détaillé ici à droite est inférieur à 2, on ne fait pas de TDR déjà pour éviter de faire des examens inutiles et surtout de ne pas prescrire d'antibiotiques. Prochain cas clinique, vous êtes face à cette jambe, diagnostic, traitement. Question de Marie, qu'est-ce qu'on fait si un MAC ISAC égal à 2? Ça dépend, comme je vous ai dit, si c'est un adulte ou un enfant. Un enfant, on va directement au TDR, on ne fait pas de MAC ISAC. Si c'est un adulte, se discute donc de réaliser un MAC ISAC. Un score clinique, si c'est en faveur, vous faites un TDR. D'accord? Si c'est égal à 2, vous pouvez faire un TDR. D'accord? Question d'Élise. Si on a otite, conjonctivite et angine, ça rentre en compte dans ce contexte-là. Si c'est une otite moyenne aiguë purulente, je précise, c'est augmentin. D'accord? Parce que si on a angine et conjonctivite, c'est plutôt en faveur d'une cause virale. Et si l'otite n'est pas moyenne aiguë purulente, c'est plutôt en faveur d'une cause virale. Donc effectivement, Salomé, érysipèle, etc. Donc érysipèle a été répondu. Effectivement, on tend à plutôt dire le diagnostic dermohypodermite, comme l'a dit Salomé, avec un traitement qui a été donné du tac au tac par certains. Amoxicilline ou augmentin, et ça, on va voir les recommandations et sur quoi elles se basent. Mais qu'est-ce que vous faites à part l'antibiotique face à cette jambe-là? Parce que pour rappel, la prise en charge, elle doit être globale en infectiologie. Comme je vous ai dit, chercher la porte d'entrée et la gravité. Et donc, les gravités cliniques, on essaie de délimiter, voir la progression, rechercher des signes de dermohypodermite nécrosante, de thrombophlébite, et la porte d'entrée, donc intertrigo, etc. Vous voyez que la jambe, il y avait un intertrigo effectivement chez ce patient. Donc il faut avoir cela en tête pour traiter au mieux vos patients et mieux réussir vos dossiers progressifs. D'accord? Ne pas oublier cela. Et donc la peau, effectivement, il y a du streptocoque A, c'est le chef de file, et on verra que ça guide les prises en charge, mais il y a également du staphylocoque doré. Staphylocoque doré qui produit des piscinases. C'est bien Sarah, effectivement, il faut rechercher la porte d'entrée, des limitations, c'est très bien, vous avez bien compris. Et donc, chez l'adulte, effectivement, c'est très majoritairement du streptocoque du groupe A, donc pyogénèse, et donc l'amoxicilline suffit. Et donc, ça va dans ce sens d'impact moins importante, et on voit que les recommandations étaient mises
à jour récemment avec l'HAS et la Société française de dermatologie et d'infectiologie pour dire que chez l'adulte, c'est de l'amoxicilline en première intention, d'accord? En cas d'échec, ça on reverra. En cas d'allergie, on voit que c'est macrolides qui sont en deuxième ligne. Et chez l'enfant, en fait, il y a plus de l'épidémiologie bactérienne, l'écologie, c'est plus de staphylocoques dorés qui peuvent produire cette pénicillinase et donc on prescrit de l'augmentin, effectivement. D'accord? Voilà. Question de quand est-ce qu'on fait une recherche de portage de SARM. Alors ça, ça on l'abordera sur d'autres conférences parce que c'est une question un peu plus spécifique, hein, d'accord? Il y a des cas particuliers et ça je répondrai un peu plus tard parce que c'est un peu hors cadre de cette conférence. Mais on aura l'occasion de se revoir si vous vous abonnez à Conférence Cartésia pour répondre mieux à ces questions, hein. On n'oublie pas le traitement local. Donc par exemple dans les abcès cutanés, l'incision et le drainage, la mise à plat de collection et les mesures d'hygiène pour éviter que ça revienne. Donc on revient sur notre cas clinique initial, les infections urinaires. Donc comme on a dit, on descend, hop, on voit que l'épidémiologie bactérienne elle est différente. Pourquoi j'aborde ça à la fin? Parce que c'est une des notions un peu plus compliquées, c'est les notions de résistance de ces entérobactéries. D'accord? Parce que là, notre patiente, on va voir, avait des critères de résistance, des facteurs de risque de résistance. Mais en quoi ça consiste? En fait, dans l'histoire, les bactéries, c'est un peu comme les insectes, c'est que vu que ça peut mourir facilement et c'est un génome assez primaire, bah, ça mute et donc ça crée des résistances. D'accord? Par exemple, quand la pénicilline a été découverte, bah, l'acquisition des résistances, bah, il y a eu les pénicillinases. D'accord? Et des mutations cibles qui étaient rendues résistantes. Et donc, le développement d'autres pénicillines, les aminopénicillines, comme l'amoxicilline, pour répondre à cela. Et en fait, les pénicillinases sont arrivées à ce moment-là, qui étaient activées d'abord par les inhibiteurs de bêta-lactamase. Puis, face à cette résistance, d'autres antibiotiques ont été développés, les C3G. Mais en fait, les bactéries, elles sont toujours plus évolutives. Bah, elles ont développé des mécanismes de résistance. BLSE. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça veut dire l'acronyme BLSE? En attendant, je lis vos questions. Pourquoi pas pristinamycine chez l'enfant si allergie? Alors ça, c'est par rapport à la balance bénéfice-risque qui est aux AMM. Donc ça, c'est faut retenir macrolide hein, pour eux, d'accord? Mais plutôt clindamycine pour eux. Donc on était au BLSE, donc ça veut dire effectivement bêta-lactamase à spectre élargi. Et donc on va voir quel type de résistance. En fait, ça bloque. Ce n'est pas efficace. Les C3G sont pas efficaces et donc c'est pour ça qu'il faut, avec cette transmission plasmidique qu'on a vue avant, et vous voyez que tout ce que j'ai dit avant a un sens maintenant pour vous, parce qu'il faut mettre un isolement type contact pour éviter que ça se transmette. Et donc les facteurs de risque de BLSE, faut les connaître parce que ça a un impact direct sur votre traitement que vous allez prescrire. Là, cette patiente, elle a un antécédent d'infection urinaire avec cette résistance au C3G il y a moins de 6 mois. Et donc, elle a des facteurs de risque de BLSE. Et donc, il faut en prendre en compte dans votre prise en charge. D'accord? Il y en a d'autres, des facteurs de risque. Il faut les connaître, mais c'est assez logique. On voit que l'épidémiologie des BLSE, notamment en Europe, mais dans le monde, est très différente. Et donc, s'il revient d'un voyage, notamment s'il a eu de la diarrhée pendant ce voyage, etc., donc un risque d'acquisition, mais également à l'hôpital, faut le prendre en compte parce que la balance bénéfice-risque peut pousser à couvrir ces BLSE qui ont amené à développer des carbapénèmes, des super bêta-lactamines pour essayer de couvrir cela. Malheureusement, les bactéries sont plus rapides puisqu'elles développent des résistances à chaque fois que des antibiotiques sont développés, notamment les carbapénémases. Et là, on arrive progression à des impasses thérapeutiques. J'aborderai pas les nouveaux antibiotiques qui ont été développés par la suite, puisqu'on ça s'est pas arrêté en 2010, parce que c'est hors programme. Et il faut toujours avoir en tête ces mesures de protection qu'on a vues par la transmission horizontale des bactéries. Un petit mot des résistances chromosomiques pour que vous les ayez en tête également. Donc n'hésitez pas, hein. Les zones d'endémie, donc c'est les zones où la proportion de BLSE en communautaire est élevée. Pour répondre à la question de
Julien qui posait c'est quoi les zones d'endémie. Les zones d'endémie, c'est les pays principalement effectivement du sud. En Europe, ça correspond effectivement en Italie où il y a des grosses proportions de BLSE en communautaire, d'accord. La Grèce, puis l'Asie du Sud-Est notamment, voilà, en Inde où il y a des proportions en fait d'une part de voyage, mais également d'exposition aux antibiotiques, notamment en communautaire, enfin plusieurs facteurs de risque qui font qu'il y ait du BLSE en communautaire plus important qu'il convient de couvrir. Donc les entérobactéries, c'est intéressant puisque il y a plusieurs types de résistance chromosomique, c'est-à-dire fondamentalement naturel, d'accord. Il y a 7 groupes, mais on va pouvoir simplifier. Je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas besoin de retenir tout ça. L'important pour vous, c'est pour bien comprendre ce qu'on va prescrire, c'est ces 3 principaux groupes qu'on peut rassembler. Le groupe 0 et 1, on peut les rassembler puisque c'est des entérobactéries. Groupe 1, c'est, pour aller en détail, c'est résistance de céphalosporinase de très bas, de bas niveau qui ne parle pas sur l'antibiogramme, vous voyez que c'est sensible à tout. Le groupe 2, c'est une pénicillinase de bas niveau qui va pouvoir être exprimée à haut niveau, et donc ça c'est à avoir en tête, mais on voit que on va pas, si on voit, si vous voyez une Klebsiella, bah, on va pas prescrire d'amoxicilline, d'accord, devant le risque de résistance. Puis le groupe 3, un cas particulier de céphalosporinase chromosomique qui est inductible parce qu'elle va pouvoir, donc initialement sensible au C3G, et elle va pouvoir, sous l'exposition de certains antibiotiques, se déréprimer et donc devenir résistante à ces C3G. Et donc c'est pas des BLSE, mais c'est des céphalosporinases déréprimées. Et la grande différence avec les BLSE, c'est que ça reste sensible à ce qu'on appelle un des antibiotiques qui n'est plus tout à fait récent, mais qui est développé dans ce cadre-là, le cefepime, qui est toujours sensible. Et donc ça, c'est pour que vous puissiez comprendre, hein. Voilà, le voyage en zone d'endémie, bah, je vous ai mis, c'était dans les 3 mois. Pour répondre à Tiffen qui demande le voyage en zone d'endémie doit dater de combien de temps pour que ça soit un facteur de risque de BLSE. C'est effectivement, on peut dire dans les 6 mois, d'accord. C'est dans les recommandations. Et ça dépend en fait des facteurs de risque, mais globalement vous dans un dossier, si vous avez voyage en zone d'endémie, il faut l'avoir en tête, un réflexe pour vous. Voilà, parce que ça dépend de si elle a été hospitalisée en zone d'endémie, si elle a eu de la diarrhée, ça c'est un critère de facteur de risque qui a été bien identifié. On avance, donc pour notre patiente, donc effectivement s'il y a des symptômes ou pas, ça va décider un peu de la prise en charge. S'il n'y a pas de symptômes, c'est ce qu'on appelle une bactériurie et que le CBU est positif, c'est une bactérie asymptomatique, donc on ne fait rien, sauf chez la femme enceinte, parce qu'on traite les bactéries asymptomatiques chez la femme enceinte pour les risques notamment de menaces d'accouchement prématuré, etc. Donc pour l'enfant. S'il y a des symptômes, ça signe l'infection urinaire, et du coup il faut rechercher les facteurs de risque de complications, parce que ça change la thérapeutique. Quels sont-ils ces facteurs de risque de complications? Toute anomalie de l'arbre urinaire, et donc il faut penser à chercher. C'est pour ça que notamment la grossesse est un terrain de complications, et donc il faut aller le rechercher et avoir un réflexe dans le cas clinique que je vous ai posé tout initialement. Les sujets âgés fragiles, la clairance en créatinine, l'insuffisance rénale et l'immunodépression, parce que ça va changer. L'homme, c'est un cas particulier puisqu'il y a dans les voies urinaires, il y a la prostate, et donc qui est un facteur de risque de complications local typique des hommes. L'infection urinaire simple, cystite, donc basse, ou pyélonéphrite qui va jusqu'au rein, il faut rechercher ensuite les éléments de gravité, parce que, comme je dis, c'est important d'évaluer cela. Et donc, signer l'état de choc diseptique. Donc ça, on utilise maintenant le QSOFA, le QuickSOFA, pour mieux trier les patients et mieux décider de la prise en charge des patients. C'est des signes de gravité, donc la polymnée qui est différentes causes, ça on verra, l'état neurologique et l'état hémodynamique, d'accord. Voilà les principales choses, et au moins 2 de ces signes, ça doit vous faire tilt comme élément de gravité, puisque si c'est grave, on ne se permettra pas d'avoir de trous dans le spectre. Et donc on regarde les facteurs de risque d'avoir une bactérie BLSE, et on voit que elle
elle avait ses critères de risque. Et c'est pour ça que je reviens sur le cas clinique avec une hypotension initiale. J'ai pas mis, mais elle avait des signes neurologiques. Donc il faut, donc c'est des signes de gravité, comme vous avez pu le souligner. Et des facteurs de risque donc d'acquisition et voire déjà d'antécédents d'infection à BLSE, et donc ça vous guide le traitement. Et donc 10 puissance 5 Escherichia coli, on voit que ça atteint les seuils qu'on a abordés, d'accord, hop, et donc on traite. Avec quoi on traite, donc ça c'était pour justifier un peu les recommandations. Donc c'est par rapport à la prévalence de résistance de chacun des antibiotiques. D'accord. On voit que de façon graduelle, c'est pour ça qu'il y a des grades de prescription de ces antibiotiques. La cystite simple, guidée par la BU, et donc on va choisir la phosphomycine devant cette prévalence de résistance. Et la pyélonéphrite, simple, péros avec des quinolones, mais elle a déjà eu des quinolones, donc donc voilà. Donc si c'est à risque de complications, on passe. Ça dépend si elle est hospitalisée ou pas, d'accord. Et donc pour revenir à notre patiente, avec des signes de gravité, donc il faut être capable de se dire qu'on va élargir le spectre. Et donc la combinaison, il y a une part de synergie, mais c'est surtout pour éviter d'avoir un trou dans le spectre. Parce que si elle a une infection à BLSE, bah, le risque c'est que les C3G, comme le céfotaxime, claforan ou les ceftriaxone, la rocéphine, soient inefficaces. Et donc, s'il y a des facteurs de risque d'acquisition de BLSE, bah, ça explique pourquoi on doit taper si large en cas. Et vous voyez que la différence entre état de choc septique et pas de choc septique, bah, c'est que les carbapénèmes sont de rigueur pour taper le plus large. Et donc la durée de traitement, je vous l'ai mise, mais ça c'est peut-être le moins difficile à traiter. Et donc on arrive à la fin. Merci à tous ceux qui sont restés. Vous êtes près de 400 à être restés en live. Donc n'hésitez pas à continuer les questions. Donc on a pu voir l'ensemble et le résumé de l'ensemble du panel d'infection de l'infectiologie. En comprenant par rapport à l'identification d'une infection, le diagnostic d'une infection, le traitement d'une infection et quand on prescrit des antibiotiques, cette notion de résistance, cette notion de balance bénéfice-risque et d'impact à échelle individuelle et collective, et la notion d'urgence, de gravité et de gestion de ce spectre d'antibiothérapie de traitement. Pour aller plus loin, je vous invite à adhérer à la préparation annuelle pour avoir tout ce panel de comprendre ce qu'on en apprend pour que les connaissances durent plus longtemps. D'accord. Donc j'espère que vous avez bien compris maintenant et que ça vous permettra de mieux appréhender ces dossiers qui peuvent être plus complexes. C'est pour ça que il y a quelqu'un voilà, Laura qui a mal au crâne, effectivement. Je ne sais pas si c'est lié à la présentation, mais c'est effectivement parce que c'est chargé. Et donc, Concartesia et moi-même, l'objectif c'est de vous faire comprendre pour que vous reteniez le plus longtemps possible. Et donc, toutes les spécialités sont traitées au cours de plusieurs conférences que vous pouvez revoir avec des focus synthétiques au cours de l'année. Et donc, si vous adhérez, effectivement, il y aura 3 cycles spécifiques, les spécialités d'organes, puis les spécialités transversales. On voit que les maladies infectieuses, etc., mais bien d'autres, notamment l'anesthésie-réanimation, et puis les spécialités dites médico-chirurgicales et la psychiatrie, pour avoir plusieurs étapes. Il y aura également 2 conférences en direct par mes collègues sur la lecture critique d'articles. La pédagogie qu'on essaie d'aborder, donc c'est vraiment comprendre par l'interactivité, donc par l'intermédiaire de vos réactions et questions en live. Pourquoi je répondrai aux dernières petites questions, notamment de Tiffany, après avoir vous présenté cela. Donc des conférences qui ne dépassent pas 2 heures pour garder votre attention, même si c'est parfois difficile, et gagner du temps puisque vous pouvez voir la vidéo quand vous voulez, en replay, etc. Le prix est exceptionnel puisque sinon c'est 600 € et jusqu'au 31 août c'est 500 €, payable en 10 fois. Donc par rapport à d'autres choses, ça peut être rentable. Ça voilà. Pour être au courant, vous aurez le lien donc sur
la présentation que vous pourrez télécharger. Et donc n'oubliez pas de télécharger pour avoir toutes ces informations et réviser ou à revoir. D'accord? Voilà, merci. Donc petit temps de questions et puis on va clore. Pour le cas clinique, on lui prescrit quoi? Cefotaxime, Cefotaxone plus amikacine. Donc elle avait des signes de gravité. Effectivement, le QSOFA a été bien relevé. Effectivement, elle avait juste en quelque sorte l'hypotension artérielle. Mais si on ajoute un deuxième, donc si elle a des signes de gravité, il faut couvrir les BLSE. Et donc l'amicacine pourrait couvrir les BLSE, mais si elle a un QSOFAP supérieur au moins 2, il faut prescrire les carbépénèmes, effectivement. Vous, dans le dossier progressif, il ne faut pas vous poser de questions. Si elle a des facteurs de risque de BLSE et des signes de gravité, prescrivez des carbépénèmes. D'accord? Je vous remets un peu. Voilà. Avec l'amicacine pour éviter les trous de spectre. D'accord? C'est vraiment l'objectif. Hein. D'accord? Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je reste quelques minutes pour d'autres questions si vous en avez. Voilà, on abordera bien d'autres hein, durant l'année en infectiologie des sujets avec mes collègues. Voilà, que ce soit les méningites de façon plus spécifique, mais les endocardites en transversale avec la cardiologie, mais également les infections ostéo-articulaires de l'enfant, de la femme enceinte, la virologie avec l'impact des vaccins et sur l'effet carcinogène que vous avez pu voir en gynécologie notamment. Ou en ORL, les fongiques, les infections VIH, les hépatiques. Donc il y a beaucoup de choses. Et donc voilà, l'idée c'est de vous faire comprendre pour que vous reteniez mieux. Merci.